le podcast du Papetier de France PNP, l'émission qui décrypte le secteur de la papeterie et de l'équipement de bureau. Retrouvez tous nos épisodes sur papetierdefrance.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre hôte pour cette nouvelle émission consacrée au point de vente. Alors que le commerce est devenu multicanal et que l'outil web a apporté un certain niveau de commodité aux consommateurs, commande à toute heure, livraison rapide, la visite d'un magasin doit désormais être motivée par une expérience client différenciée. Aujourd'hui, plus que jamais, pour que les acheteurs se déplacent, en centre-ville ou en périphérie, chez des commerçants de proximité ou dans des grandes surfaces, il faut penser des points de vente qui leur donnent envie. Or, trop souvent, les revendeurs spécialistes de la papeterie et du bureau considèrent que leurs produits ne sont pas assez glamour, trop fonctionnels pour susciter un intérêt autre que promotionnel. Pourtant, comme dans tous les secteurs du commerce, certains leviers peuvent être activés pour attirer les consommateurs et soutenir la fréquentation de nos enseignes. Pour nous éclairer sur les questions à se poser en tant que commerçant, pour renouer avec l'attractivité du point de vente, nous recevons Sébastien Tourné, président-directeur général de l'agence de conseil en merchandising Cross et co-auteur de la dernière édition du livre Pratique du merchandising, paru à l'été 2025 chez Duno. Bonjour. Et pour témoigner des solutions qui peuvent être mises en œuvre dans notre filière pour faire de nos magasins des lieux de vie, l'enseigne spécialisée dans les activités créatives et les beaux-arts Rougy et Play, représentée par sa responsable des achats de l'univers papeterie, Nathalie Broudin. Bonjour. Alors pour commencer, Sébastien Tourné, dans votre ouvrage, vous expliquez justement que le merchandising, ça va au-delà du seul aspect visuel. C'est une véritable démarche globale, notamment dans le commerce. Oui, le merchandising a deux parties importantes. Une partie connue de tous, qui est plutôt la partie visuelle, séduisante, visuel merchandising, extérieur. Mais il y a une très forte partie qui est invisible pour la plupart des gens consciemment et qui fait l'efficacité marchande. C'est toute la partie gestion, organisation, structuration. Au bout du compte, c'est un outil de rencontre entre les offres, les consommateurs et les vendeurs, parce que c'est leur outil de travail tous les jours. Un premier sujet dans une stratégie merchandising, comme vous le dites, c'est de la partie de l'invisible, c'est l'assortiment. Cet assortiment qui doit répondre aux besoins de la clientèle. Oui, la performance, elle est liée à l'assortiment directement, avant toute chose. Ce qu'il y a dans le magasin. Oui, on va parler un peu comme si c'était une recette de cuisine et il faut avoir les bons ingrédients. Puis après, on va dresser l'assiette. On va avoir les bons ingrédients parce qu'il faut couvrir les besoins correctement, structurer une bonne réponse à la demande, stimuler la demande avec une bonne offre et donc avoir un assortiment qui est à la fois efficace et qui est lisible. Pour que le merchandising puisse le prendre en main, il faut déjà que l'offre soit vraiment adaptée aux attentes des consos, à leur comportement d'achat. C'est vraiment très analytique et puis c'est aussi tendanciel parce qu'on va leur proposer des choses qui vont les stimuler. Alors Nathalie Broudin, chez Rougy et Play, comment vous travaillez cet assortiment qui compte 30 000 références, je crois ? Oui, tout à fait. On a un choix très large parce que le client doit toujours trouver ce dont il a besoin dans les différentes gammes de prix, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. On a fait une étude auprès des consommateurs qui montre que le côté découverte est important pour eux. Par exemple, chez nous, ce qu'il en est ressorti, c'est que les consommateurs ont trouvé que nos magasins faisaient un peu caverne d'Alibaba. Alors, ça m'a montré l'étendue de l'offre, mais aussi le côté un peu surprenant, surprise parfois des produits. On leur fait découvrir des produits qu'ils ne s'attendent pas forcément à avoir non plus. Donc, on travaille étroitement avec les fournisseurs pour mettre en valeur les nouveautés. Nous comptons également sur les remontées de notre réseau de magasins pour affiner notre connaissance client. Bien sûr, la veille sur les réseaux sociaux pour les tendances émergentes. Et là, j'ai un exemple très précis qui me vient. Via nos magasins, on a eu une information il y a à peu près 1 an et demi. Nos clients attendaient des book-nooks. Des book-nooks, je ne sais pas si vous connaissez ce produit, mais c'est un produit qu'on a développé et qui marche très très fort. C'est des petites scénettes de vie, des pièces de vie. Donc ça peut être un petit salon, un atelier d'artiste. Et vous allez l'assembler. Donc vous achetez un pack, vous allez assembler toutes les pièces, un peu comme un puzzle, sauf que c'est en 3D. Donc c'est assez sympathique parce que c'est un moment de détente, mais en même temps, il faut de la minutie. Mais une fois qu'il est réalisé, vous êtes très fiers. C'est vraiment ça ce qui ressort. Et ça va venir faire la déco chez vous, vous le mettez dans votre bibliothèque ou une étagère. Et ça, c'est remonté des réseaux. C'est remonté des réseaux et aussi des magasins, des directeurs de magasins qui ont été confrontés aux clients qui venaient disant « je cherche ça, est-ce que vous avez ça en magasin ?» Le fait d'être une petite entreprise, ça nous a aussi permis d'être très réactifs et de rapidement sourcer le produit pour pouvoir le mettre en magasin et le vendre. Pour savoir quelles sont les attentes des consommateurs, il y a des études conso, il y a une veille quotidienne. Est-ce que le grand sujet de cette année, l'intelligence artificielle, peut aider les commerçants dans cette analyse des comportements des clients ? Pas dans l'analyse des comportements des clients, mais dans l'analyse des données.
parce qu'en fait, l'IA il permet d'analyser le passé, pas forcément de prévoir le futur, mais d'analyser le passé parce que tous les réseaux de magasins ont des datas, ont des sommes et des sommes de lignes et de colonnes avec des ventes, des pas ventes, des fréquences, des chiffres. Qu'on n'exploite pas toujours. Mais qu'on n'a pas le temps ou pas l'expertise à exploiter correctement. Donc, du coup, on ne s'en sert pas, alors qu'il y a une mine d'informations extraordinaire. Et l'IA doit nous permettre de faire toutes ces tâches complexes et répétitives pour aller trier la donnée. Je le fais tous les jours à la main. Quand je peux le faire avec l'IA, on gagne énormément de temps parce qu'il faut segmenter, resegmenter un produit qui, dans la nomenclature, n'est pas bien segmenté. Bien, en fait, on ne peut pas se prendre 50 000 lignes et les regarder une par une. Il faut demander à l'IA de le faire, et ce qui nous permet de ressortir de la data triée. Mais il faudra toujours l'humain pour en ressortir l'insight. Interpréter et prendre cette décision, comprendre ce que l'on va faire de cette matière. Mais l'IA, il doit nous permettre d'aller chercher une matière plus précise. Vous utilisez déjà un peu l'IA pour l'analyse des données ? Alors, on a commencé, mais c'est vrai que je voudrais dire c'est à nos débuts, vraiment. Il y a un potentiel énorme. Il faut apprendre à s'en servir. Exactement. On est tous d'une génération qui, enfin, en tout cas autour de la table, qui n'a pas encore appris à s'en servir correctement. Nous ne sommes pas digital native. Exactement. Mais justement, il faut trouver ce bon équilibre entre peut-être des natifs qui vont savoir s'en servir pour sortir la data. Ça ne veut pas dire qu'ils sauront l'exploiter. Et donc, il faut trouver le bon équilibre avec des gens qui sauront exploiter la data et comprendre ce que l'on va en faire. Et c'est une certaine expertise qui n'est pas assez répandue parfois dans les entreprises. Parce qu'on veut aller vite, on veut prendre des décisions. Mais la data analyse, c'est un vrai métier. Il faut savoir comprendre ce que l'on lit à travers les chiffres. Et en merchandising, on ne peut pas y aller au doigt mouillé. Il faut savoir ce que l'on trouve comme information pour prendre des décisions. Parce que tout ne rentre pas dans un magasin. Il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des choses qui doivent rentrer. Et pour prendre ces décisions, ce n'est pas du j'aime pas ou celui qui crie le plus fort. La data analyst, elle doit nous donner l'information. Après l'assortiment, l'étape suivante, c'est l'écrin de cet assortiment, la surface de vente, le concept, la circulation des personnes, l'agencement. Là encore, il faut que l'identité du point de vente corresponde aux acheteurs ciblés. Sébastien Tourné. Alors, il y a deux parties dans ce que vous venez d'évoquer. Un concept de point de vente, il a deux grands axes. Une partie très design, très identitaire, très expérientielle. Justement, on va parler d'identité de la marque, de ressenti. Ce n'est pas suffisant. Il y a une autre partie qui est une partie circulation, macro-merchandising, organisation des offres, allocation d'espace, circulation, structuration des messages dans l'espace. De nouveau, la partie visible, la partie invisible. La partie émotionnelle et la partie analytique. Et il faut que les deux travaillent de concert. Ce qu'il y a de complexe, c'est que souvent on part sur l'un, puis on fait l'autre après. Si on veut vraiment réussir ces concepts magasins, il faut faire les deux en même temps. Et c'est complexe parce qu'il y en a une qui est très basée sur le passé, les chiffres, les données, et l'autre qui doit se projeter vers l'avenir sur l'expérience et les comportements shoppers que l'on veut créer, pas ceux que l'on veut subir. D'autant plus qu'un concept magasin est censé durer quand même une petite dizaine d'années. C'est-à-dire que vu son prix, il faut qu'il s'amortisse. Dans un monde idéal, il faut le changer tous les 2 ans. Mais le financier va vous dire, mais non, dans 10 ans peut-être. Ça va donner des vertiges dans 2 ans, aux dirigeants de magasin. Dans 2 ans, normalement, vous ne l'avez pas déployé encore complètement. Et c'est déjà là qu'il faut prévoir de faire des évolutions. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui vont être figées et des choses qui sont prévues pour être évolutifs tous les 2 ans, 3 ans, parce que le monde bouge énormément. On a une infidélité des shoppers, un changement des habitudes, des tendances qui vont de plus en plus vite. Le magasin physique, il ne peut pas bouger aussi vite qu'Internet. Donc, il faut prévoir sa modularité. Chez Rougier & Plé, vous disposez d'une 30aine de magasins, entre 300 et 1000 m². Comment on adapte son modèle justement à ces différents formats ? L'assortiment, bien sûr, travaillé en fonction de la surface de vente. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'un magasin de 300 m² ne peut pas avoir le même assortiment qu'un magasin de 1000 m². Donc, évidemment, les familles de produits qui sont dans notre ADN sont développées dans tous les magasins. Puis, on gagne en profondeur si on a plus de mètres carrés. Nous complétons aussi cette analyse selon la zone de chalandise, notamment centre-ville ou zone commerciale. Les environnements sont des environnements différents, la cible n'est pas tout à fait la même. Certains magasins sont des lieux de destination, le client arrive
en magasin, il sait où il va, il sait Pour ce qu'il veut acheter acheter. quelque chose. Ah oui, il arrive, il a sa liste, elle est prête, il sait ce qu'il veut acheter. Quand d'autres sont des lieux de vie où les clients flânent, ils vont se promener, ils vont découvrir, ils vont trouver de l'inspiration. Donc là, vous voyez, la démarche n'est pas tout à fait la même. Alors l'intérêt d'être dans un réseau intégré, c'est de garder une certaine unité dans cette diversité. Nous, ce qu'on recherche, effectivement, c'est quand le client il rentre dans une boutique, que ce soit 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, il doit retrouver l'esprit de Rougier Play. Il sait déjà où il est, il reconnaît la patte Rougier Play. Et il y a aussi tout un travail sur la surface de vente autour de l'expérientiel. Je crois que chez Rougier, vous avez développé pas mal d'animations et d'ateliers. Tout à fait. On essaye de travailler sur ces ateliers. D'abord, quelque chose qui me paraît très important. Chez nous, les vendeurs, ce sont des passionnés d'activités créatives. Ils pratiquent différentes disciplines, donc ils peuvent conseiller au mieux les clients parce qu'ils connaissent les produits, ils les utilisent. Ils font des tests et donc ils peuvent donner des conseils. Souvent d'ailleurs, c'est ce qui motive aussi le consommateur à venir chez nous. C'est qu'il a une problématique et il vient avec sa création en disant, voyez, j'ai un souci, j'ai fait ça n'a pas fonctionné, pourquoi, etc. Et là, Pourquoi ça ne colle pas ? Voilà. Et là, notre vendeur, oui, il va lui donner les conseils en disant, le produit, vous n'avez peut-être pas utilisé le bon produit et voilà comment il faut faire. Et ça, c'est très important, vous n'allez pas forcément trouver cette aide-là sur un site internet. Donc nous organisons également des ateliers avec nos fournisseurs. C'est une occasion de changer la perception du magasin, de montrer l'accessibilité et la facilité des activités créatives en invitant les clients à tester les produits, quel que soit leur niveau. C'est vraiment des moments privilégiés. Les clients peuvent remporter des invitations à des ateliers qui sont animés par des artistes. Alors c'est très petit comité, 5-6 personnes. On est en magasin, on se met autour de la table et là, l'artiste va vous montrer, va vous donner des tips, va vous montrer comment faire. Et le ressenti, ça dure 2 heures à peu près, le ressenti des clients après, c'est « waouh, c'est moi qui ai fait ça. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. » D'ailleurs, je vais le montrer parce qu'on a une certaine fierté. Je vais le montrer à mes amis, à ma famille. Mais donc, c'est vraiment une superbe expérience parce que ce qu'ils disent, c'est « waouh, je me suis pris 2 heures rien que pour moi, qu'est-ce que c'est bien. Et je suis en fait créative, je sais faire quelque chose, jamais je n'aurais pensé être capable de faire ça. Donc on veut vraiment que les gens, ils osent. C'est un peu ce moment d'exception qui va motiver aussi le bouche à oreille finalement. Exactement, parce que du coup, on en parle, on montre ses réalisations et de fil en aiguille, les autres, moi aussi j'aimerais bien tester. Et puis ça fait du bien aussi de se déconnecter des outils digitaux, du téléphone, des réseaux sociaux et de faire quelque chose avec ses mains. Passons au 3e volet essentiel dans cette approche merchandising, la partie visible de l'iceberg, le merchandising visuel, c'est-à-dire la mise en avant des articles. Un rebond, puisque vous parliez de ressenti sensoriel. Et parmi les sens, évidemment, le sens que le merchandising stimule prioritairement, c'est la vue. Et vos produits, ils ont 2 façons d'être achetés. Et tout ce micro-merchandising qui est visuel, il est d'abord visuel pour amener de la lisibilité, du confort, avant de séduire. Parce que le premier acte que l'on cherche à faire, c'est de trouver ce que l'on cherche, de comprendre. Il faut que notre cerveau accède à la structuration de l'offre sans faire d'effort. Si j'ai besoin d'un stylo, d'un cahier ou d'un classeur, au départ, le fonctionnel de base, c'est que ce soit rangé. Et déjà, faites le tour de tous les systèmes de distribution. Il y en a beaucoup où déjà, si c'était rangé, on va commencer par ça. Puis ensuite, on va y rajouter un émotionnel positif. Donc, commençons par un émotionnel neutre qui évite le négatif. Puis ensuite, on y rajoute du positif. Famille de produits par famille de produits, on va utiliser des techniques différentes selon les formes, les couleurs, selon différents leviers. Voire, on va y rajouter des outils de communication sur le lieu de vente, des éléments de signalétique, des éléments de PLV. On va travailler sur des vitrines, on va travailler sur des mises en avant et des accastillages spécifiques pour starifier des produits qui sont peut-être mis en évidence dans leur réalisation finale, comme ce dont vous venez de parler avant. Et puis, si on a des packaging qui sont bien travaillés en fonction d'une stratégie merchandising, et là, on peut lancer le petit message à vos fournisseurs, parce que parfois, on a des stratégies de packaging produit pour le conso, sans avoir réfléchi à leur application merchandising dans le magasin. Et donc cette étape intermédiaire, si elle est bien travaillée, là on résout une partie du sujet. Notamment à l'heure où beaucoup de fournisseurs veulent rendre leur packaging plus vertueux et du coup suppriment les parties visibles, etc. Et ça c'est peut... très complexe, c'est très complexe. Ça peut créer la confusion chez le consommateur en tout cas. J'ai commencé à aborder le sujet avec une entreprise qui fait des cartouches d'imprimante. La cartouche d'imprimante, pour être bien protégée, elle a besoin de plusieurs couches de plastique. Si on enlève les couches de plastique, il faut trouver autre chose. Et comment est-ce qu'on rend
le message lisible par le consommateur, on va avoir un problème. Donc en fait, il y a une vraie recherche et développement qui est à faire, et avec encore plus de contraintes qu'avant. Mais si on réfléchit à tous les paramètres, shopper, conso, RSE, logistique, etc., on peut avoir une vraie efficacité. Mais la partie visuelle, il faut juste se dire que notre individu, notre shopper, une fois qu'il est face au linéaire, il faut qu'il trouve vite ce qu'il cherche et qu'on lui crée en plus une émotion inconsciente, simple, qui lui donne du plaisir à chercher, justement à fouiller, à aller découvrir la profondeur d'offres, à découvrir des surprises, à avoir envie et se dire je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aimé mon expérience. Parce que souvent, vous savez pourquoi vous n'avez pas aimé. Là, on est dans quelque chose un peu de l'indicible. Oui, mais en fait, la base, c'est faire en sorte que tout le monde n'ait pas d'insatisfaction. Donc, c'est rangé, c'est rempli, c'est lisible, c'est clair. Puis après, on rajoute des éléments supplémentaires pour la satisfaction. Le goût le plat est bon, et ensuite, l'assiette est bien dressée. Chez Rougier & Play, comment vous abordez cette problématique, d'autant plus que dans la papeterie, on a des produits très attractifs, mais d'autres qui le sont beaucoup moins visuellement. On parlait des cartouches d'encre, par exemple. Oui, tout à fait. Certains produits sont moins attirants, mais il faut quand même donner envie aux clients de pousser notre porte pour venir les acheter. Donc nous, on collabore avec nos fournisseurs pour développer du mobilier spécifique. Par exemple, pour mettre en valeur les gammes de couleurs en peinture, pour rendre aussi l'offre très compréhensible en rayon. Un autre élément très important, c'est l'ambiance qui est créée par nos équipes marketing avec des réalisations qui peuvent être regardées, touchées, qui montrent aux clients que c'est faisable. Là encore, le rôle de nos vendeurs est essentiel pour inciter nos clients à oser. On fait aussi sur les réseaux sociaux des vidéos, des tutos pour montrer que tout le monde peut être artiste avec les produits vendus chez Rougier & Play. Les points clés, c'est donc la proximité. Nous sommes des magasins de proximité. Les clients viennent chez nous parce qu'on est près de chez eux. La bonne humeur, la bienveillance bien sûr, pour que les consommateurs s'intéressent petit à petit aussi à des gammes supérieures. On est tous pareils. Quand on se lance dans une activité qu'on ne la connaît pas, on va commencer avec un petit assortiment de produits basiques, qui ne coûtent pas trop cher. On teste. Tiens, ça me plaît, j'ai envie d'aller plus loin. Et effectivement, quand je vais plus loin, je vais peut-être sur des produits de qualité différente, avec des caractéristiques intéressantes qui font que je développe mon activité et surtout, je prends du plaisir à le faire. Et derrière, j'ai une certaine fierté de ma réalisation. Et c'est ça qui est important et qui permet de motiver aussi les gens. Vous avez beaucoup cité les vendeurs. J'aimerais qu'on en parle maintenant, puisque en effet, on a beaucoup parlé du commerce qui donne envie aux clients d'y faire leurs achats, d'entrer dans le magasin, de trouver un produit, de repartir avec. Il faut aussi donner envie aux vendeurs d'y travailler. C'est un sujet qui est transversal à la distribution, et encore, vous avez la chance de travailler sur des métiers sensoriels et plaisir, où les vendeurs aiment en général l'activité qu'ils vendent. Mais la partie qu'ils n'aiment pas, il faut leur faire aimer. Et le merchandising fait un peu partie de la partie qu'ils peuvent ne pas aimer. Parce que le merchandising, ça commence tôt le matin à remplir les rayons, à ranger, à structurer, à entretenir, à réfléchir. C'est pas toujours émotionnel. Puis en plus, la partie jolie, ça a déjà été décidé par quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas trop la main dessus. C'est le seul truc où ils voudraient s'exprimer. On leur dit non. Notamment quand on vend des chaises de bureau et des ramettes de papier, la partie jolie est un peu moins perceptible que quand on vend de la peinture et des pinceaux. Oui, et en plus, ils n'auront pas le droit de s'en occuper, la partie jolie. Donc la difficulté, c'est que le merchandising, ils vont le subir. Donc il faut qu'ils comprennent le pourquoi ils font comme ça, le mode d'emploi. Parce qu'ils vont être obligés de s'adapter aussi. Un jour, il n'y a pas de gamme, il y a une rupture, il y a plus de place, il y a moins de place. Entre la règle idéale et la réalité magasin, il y a toujours un écart. Leur adaptation locale, même une saison, à n'importe quoi. Il faut qu'ils aient compris le fond. Ils aient compris en quoi cette activité, le merchandising, la mise en scène des produits, le rangement des produits, est fondamentale pour l'expérience qu'ils transmettent aux shoppers. Parce que même si eux, ils sont là et qu'ils font extrêmement bien leur travail, ils ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Et c'est souhaitable, qu'il y ait en général 100 fois plus de clients que de vendeurs. Et ça veut dire que quand un vendeur est pris en main par un client, il y a 30 clients qui doivent s'adresser au vendeur muet, qu'est le rayon. Et le vendeur, et s'il a bien compris tout ça, si ça fait partie du prolongement de son activité naturellement, qu'il trouve ça génial, qu'il touche ça avec son cœur, il va y mettre de l'implication, il va prendre du plaisir, il va se rendre compte que c'est performant, mais il va falloir aussi lui montrer que c'est performant. Il faut qu'il soit formé, il ne faut pas qu'il soit informé ou qu'il reçoive juste un guideline du bout du monde. Il faut y mettre quelque chose d'un peu plus aussi humain au fond. Redonner du sens à ce métier de vendeur finalement. Et ouais, bien sûr. Parce qu'en plus, on fait plein de choses quand on est vendeur en magasin.
Alors chez Rougier, je crois que vous partagez ce point de vue. Oui, ce qui est vraiment important chez Rougier, c'est que la plupart de nos salariés sont des artistes eux-mêmes. C'est une clé d'entrée quand ils viennent postuler pour venir travailler chez nous. Ils ne sont pas juste là pour mettre des articles en rayon. Ils sont vraiment passionnés. Nous les formons, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est très important chez nous. Nous sommes une entreprise à taille humaine, donc nous proposons bien sûr des formations à l'ensemble de nos équipes. Alors ça peut être soit des formations en ligne, mais aussi des formations en live où ils viennent au siège et on a des gens qui viennent les former. C'est aussi important et c'est aussi une question de reconnaissance pour les vendeurs. Donc nous leur faisons tester les produits, nous organisons des challenges d'équipe. Alors ça marche très très bien dans nos points de vente, c'est-à-dire que c'est le marketing qui organise ça, c'est un challenge. Alors je pense à un challenge qui a été fait cette année, qui était sur des éventails, sur le thème de manga. Et donc chaque magasin a fait des créations, nous a envoyé les informations et on a été surpris par la créativité de nos propres équipes avec des éventails qui faisaient 1,50 m de diamètre, qui étaient magnifiques. Et c'est aussi un moyen, un superbe outil de cohésion à l'intérieur du magasin parce que tout le monde travaille ensemble et ils sont très fiers. Donc, des magasins qui remportent ce challenge et on leur offre un dîner au restaurant, vous voyez, des choses de ce genre. Mais c'est très apprécié parce que ça permet aussi aux gens de travailler ensemble et de se faire plaisir. Oui, cette notion d'équipe. Le vendeur n'est pas seul dans son rayon. Exactement. Le vendeur n'est pas seul dans son rayon. Ça permet aussi de fidéliser nos vendeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise à taille humaine. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les papetiers disparaissent souvent dans les centres-villes. Nous, on s'est toujours développé dans les centres-villes. Donc, ce qu'on veut, c'est la proximité avec nos clients. En tant que marque française, on a vraiment à cœur de conserver ce tissu social et de transmettre le savoir-faire artistique. On sait qu'aujourd'hui, la numérisation le numérique est incontournable, mais notre mission reste la transmission, d'apprendre et de créer ensemble. Et les études montrent que cela favorise le bien-être et le lien social. Donc, c'est très important pour nous de garder cette proximité, ce lien social avec vos vendeurs et vos clients. Exactement, avec tout le monde. Le magasin a un rôle sociétal même, parce que dans sa zone de chalandise, il crée des groupes et des communautés où les gens se rencontrent physiquement. On s'en est rendu compte après le Covid. Les gens se sont rués dans les magasins pour être en contact. Et vous reconnaissez quelqu'un, il y a des gens qui vous parlent pour de vrai. On se sent appartenir à un groupe. Et le commerce dans toutes les communes de France, dans tous les d'ailleurs du monde, sert aussi à ça, ce rôle sociétal. Et puis on crée des emplois locaux, de gens qui habitent pas loin. Et donc ça recrée des choses, des zones économiques. Il y a pas mal d'études qui sont faites dans ce domaine-là, sur les cœurs de ville, sur les zones rurales. À chaque fois qu'il y a des commerces, ça a des vrais rôles, parce qu'en fait, en plus, vous habitez pas loin de là où vous travaillez. Donc, il y a encore tout un débat autour de ça. De proximité qui est très importante. Finalement, le choix, le prix, la promo sont là. Peuvent être complétés par Internet, mais au moins j'ai l'essentiel et puis j'ai la relation. Et même pour acheter des produits pour lesquels je n'aurais pas besoin de conseils, eh bien, j'ai une relation humaine qui existe. Et c'est génial. Vive les magasins. Vive les magasins. Vive les magasins. Parfaite conclusion. Nathalie Broudin, Sébastien Tourné, un grand merci pour vos partages d'expériences et conseils qui, j'en suis sûre, ne manqueront pas d'inspirer nos auditeurs et auditrices pour faire de leur point de vente des lieux d'envie. Cette émission, comme les précédentes, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming et sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Papetier PNP. Merci pour votre écoute. C'était le podcast du Papetier de France PNP, le média des spécialistes de la papeterie et de l'équipement de bureau. Retrouvez-nous sur papetierdefrance.com et sur LinkedIn.